Et probablement déjà, la dépression est aujourd'hui la première cause de handicap mondial, tant chez l'adulte que chez l'enfant et chez l'adolescent. On estime qu'environ 5% des adultes souffrent d'un trouble dépressif, soit environ 300 millions de personnes à travers le monde. Cette épidémiologie dramatique frappe l'esprit. Certains diraient un spectre hante l'Europe, le spectre de la dépression. Devenu un véritable emblème du mal de vivre moderne, touchant toute la population, toutes les classes sociales, tous les âges, la dépression est aussi un trouble psychiatrique ordinaire. Si ordinaire qu'elle est parfois déniée, sous prétexte qu'elle s'abat sur le plus grand nombre, et la banalité finalement qui en fait un trouble du quotidien, masque la gravité. Pourtant, elle entaille en profondeur l'individu qui en souffre, frappant là où la chair est la plus tendre et brisant ses liens affectifs, familiaux, sociaux et professionnels. Lorsqu'on évoque la dépression, on pense avant tout au suicide, qu'on aborderait par la suite. Mais ce caractère exceptionnel, presque théâtral du suicide, masque l'étendue souterraine de toutes les conséquences de la dépression. Ces conséquences souterraines provoquent ce qu'on appelle une morbidité rhizomatique qui creuse des galeries dans toutes les fondations sur lesquelles repose l'existence de l'individu, même de sa famille, de son groupe social et finalement de la société dans son ensemble. On ne peut d'ailleurs saisir ce qu'est la dépression sans prendre en compte tous ses effets sur un couple, sur une fratrie, sur une famille, sans voir la cicatrice qu'elle va laisser dans le tissu relationnel de l'individu. Chaque épisode dépressif vient fragiliser l'ossature sociale du sujet jusqu'à la rupture. Le licenciement, la séparation, le divorce, le conflit familial, toutes les séquelles sociales de la dépression prennent vite le pas sur les symptômes psychiatriques que nous allons détailler. Ces séquelles rhizomatiques, elles attisent d'ailleurs le brasier du trouble en cristallisant autour du sujet toutes les conditions qui renforcent l'état dépressif. Pire encore, ces flammes viennent contaminer les proches, les embrasant à leur tour. L'époux, observant la lente descente aux enfers de sa femme, finit par la suivre à son tour. La mère, se démenant pour combattre l'apathie de son fils, se retrouve elle-même touchée par le désespoir. Le père endeuillé du suicide de sa fille s'oublie dans une lente mort silencieuse. La dépression se dissémine au sein de la structure conjugale, familiale ou sociale. Cette morbidité en rhizome est d'ailleurs dissimulée sous des couches de vernis social, d'attitudes de prestance, de sourires moribonds, disons-le vraiment, sous des couches de mensonges. Le sujet déprimé ment beaucoup, à lui-même tout d'abord et aux autres. C'est un animal blessé cachant ses plaies. Et lorsqu'on pense au suicide, on évoque souvent l'image d'un collègue, un ami, un parent, entreaperçu quelques jours avant de s'être donné la mort, englué dans des mimiques joyeuses, comme un comédien qui jouerait sa partition, trompant même ceux qui lui sont le plus proches. Alors à la fois la plus vague et la plus universelle des affections de l'esprit, la dépression constitue pour certains, pourtant, l'exemple parfait d'une nouvelle hérésie psychiatrique, le reflet de notre folie culturelle, nous poussant sans cesse à pathologiser le réel pour mieux le comprendre, le contrôler, voire l'annihiler. Elle ne serait somme toute qu'une médicalisation excessive de la douleur, un prétexte pour le développement de nouveaux opiums pharmacologiques, dont les antidépresseurs, dont on parlera aussi, sont le parangon parfait. En somme, elle serait le nouveau visage du malaise dans la civilisation. Alors de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque la dépression ? Probablement pas cette déprime passagère, ce vague à l'âme léger qui nous empoigne lors des premières lueurs de l'hiver. Cette douleur familière de la perte ou liée à l'inconstance du quotidien. Qu'on se le dise dès maintenant, il s'agit de bien d'autres choses. Alors pour préciser un peu notre objet, on va s'arrêter quelques instants sur la clinique dépressive qui va faire une grande partie de notre échange, afin d'être sûr que nous parlions de la même chose. Si on faisait un sondage dans l'Assemblée ce jour, je suis sûr que nous aboutirions ce matin à une multitude de conceptions différentes de la dépression. Pourtant, contrairement à ce que l'on peut imaginer, la sémiologie dépressive n'est en rien une clinique de l'imprécision. Alors on va déterminer un petit peu, on va parcourir ensemble cette sémiologie dépressive pour essayer de comprendre jusqu'où se situent les limites du normal et du pathologique quand on parle de dépression.
Alors dans le DSM-5, la dépression, elle est désignée comme une pathologie de l'affect. On la résume souvent par le doux vocable de trouble de l'humeur, c'est-à-dire l'émotion négative, et en particulier la tristesse, qui devient le primum movens de la dépression. Être déprimé, c'est être triste, c'est être désespéré. La douleur morale devient le cœur de cette affection, pour le meilleur et pour le pire. On retrouve cette conception dans toute la tradition hippocratique avec la célèbre bile noire, dont on ne parlera pas, que vous connaissez très bien, qui définissait la mélancolie, ou l'humeur noire, qui était identifiée comme la tristesse. Galien nous dit par exemple que la mélancolie est une maladie de l'esprit, sans fièvre, avec tristesse profonde et éloignement pour les choses les plus chères. Cette prépondérance de la tristesse face à toute forme de symptômes participe d'ailleurs au caractère un peu romantique que prend la dépression dans l'esprit du grand public, mais aussi la crainte dont on a déjà parlé d'une pathologie à outrance de cette tristesse. Cette vision romantique que nous évoquons a un aspect esthétique certain. Il y a une expression japonaise consacrée pour le memento mori, selon laquelle la dépression devient la belle douleur des choses, ou encore le sunt lacrimae rerum, il y a des larmes dans tout de l'Énéide. On connaît toutes ces représentations artistiques de la mélancolie, les crânes, les symboles du néant, de l'éternité. On connaît aussi les représentations bourgeoises de la langueur de l'âme, lassée par un quotidien douloureux, sans surprise ni difficulté. Mais renversons dès maintenant un premier mythe. La dépression n'est en rien un état de tristesse. Il existe même des dépressions dans lesquelles la tristesse est totalement absente, inexistante, rendue même impossible par les caractéristiques de la maladie. Il y a des dépressions qui sont des au-delà de la tristesse, pour lesquelles le mot tristesse est vidé de toute sa sémantique. Lorsqu'elle est présente, la tristesse dépressive ne ressemble d'ailleurs en rien à celle que nous connaissons. Certains patients parlent de poignards qui viendraient percer leur cœur, d'autres de feux brûlant leur poitrine. Il ne s'agit pas que d'une différence d'intensité avec notre tristesse du quotidien, mais bien d'une différence de nature. Cette tristesse a même une temporalité circadienne qui en fait sa spécificité. C'est à la fin de la nuit et au début de la journée que le déprimé se sent le plus mal, qu'il souffre le plus. Souvent, les aiguillons de la tristesse pointent au petit matin et s'atténuent à la tombée de la nuit, sans que cette cyclicité ne soit nécessairement liée à l'environnement individuel du sujet. Difficile de comprendre cette phénoménologie émotionnelle de la dépression sans en porter soi-même la cicatrice. Alors si on élimine la tristesse pour définir la dépression, si on la met de côté, et c'est ce qu'on va faire, quelle est cette autre chose qui pourrait caractériser ce mal mystérieux qui n'est pas la tristesse et qui pourtant s'auréole souvent des atours de la tristesse? À cette douleur morale implacable s'ajoute généralement, et vous le savez, là vous l'avez déjà vu, une perte de la capacité à ressentir du plaisir, bientôt remplacée par un implacable vide affectif. Progressivement, un désintérêt profond pour le monde environnant s'installe. Le présent devient terne d'un implacable ennui. La sève du sujet déprimé le quitte, le transformant bientôt en fantôme de lui-même. Les arômes qui autrefois le régalaient semblent maintenant être insipides. Tous les aliments semblent être faits de cendres. L'un de mes patients m'a dit une fois que lorsqu'il croquait la croûte du pain, il lui semblait grignoter des pierres. Cette perte du plaisir qui est liée à la sensorialité même de ce qui nous fait plaisir peut toucher tous les objets ou en épargner certains. Il y en a qui continuent à apprécier les aliments, mais deviennent incapables de plaisir social. D'autres conservent le plaisir sexuel, mais perdent celui des repas. Cette perte du plaisir s'accompagne d'ailleurs généralement de toute la perte des fonctions instinctuelles, tout ce qui nous fait vie. La libido est abolie, le plaisir sexuel inexistant, le désir devient absent. Le corps maigrit, touché par cette anorexie qui vient signer la perte de l'appétit. Lorsque le sujet il nous dit qu'il n'a plus goût à rien, en fait, il peut susciter un attachement à ces choses qui autrefois faisaient goût, qui autrefois faisaient sens. Mais ces choses sont vidées de leur saveur. Un collectionneur d'art refusera de vendre ses toiles, mais ne prendra plus aucun plaisir à les contempler. Cette anédonie que nous avons définie, elle peut s'aggraver, allant encore plus loin dans cette dérégulation du rapport au plaisir. Elle peut même briser la boussole du plaisir et du déplaisir. D'un simple abrasement affectif pour les événements positifs, le sujet déprimé expérimente maintenant une véritable anesthésie affective. Il perd la capacité à estimer la valence, c'est-à-dire le caractère positif ou négatif des événements du monde.
La frontière entre ce qui est bon et mauvais pour le sujet est abolie. Tout le spectre de valeurs du sujet est remis en cause par la dépression. Plus encore, toutes les considérations à propos de la valence des expériences, elles peuvent s'inverser. Il y a des choses qui sont considérées par tout le monde collectivement comme aversives, regrettables, douloureuses, qui peuvent soudainement être interprétées par le sujet comme agréables, comme souhaitables, même comme désirables. Cette inversion du spectre à la valence est particulièrement flagrante dans le rapport à la mort, que nous détaillerons plus loin, pour lequel certains des patients déprimés, par exemple, apprenant qu'ils sont atteints d'une maladie mortelle, une maladie qui peut être même très douloureuse, vont vivre cette nouvelle comme une nouvelle appréciable, comme une nouvelle désirable. Cet état de fait, sur notre capacité à juger la valence de nos expériences, est crucial pour un bon nombre de nos actions, un bon nombre des choses que nous faisons dans le monde. Ça détermine la manière dont nous nous orientons, ça détermine la manière dont nous l'explorons, le monde qui nous entoure, dont nous interagissons avec lui. C'est cet équilibre évolutif qui est très fragile, finalement, entre le plaisir et la douleur, qui se retrouve bouleversé dans la dépression. Cette conception très anédonique résonne avec d'autres manières de la penser, notamment comme pathologie de la motivation, arguant que le déprimé est avant tout sans énergie, sans but, sans volition, ou comme pathologie du temps, on abordera cette question après, pour laquelle le déprimé est sans avenir, enfermé dans un passé sombre qui est sans cesse réactualisé dans l'ombre du présent. Ce retour à la volition, au caractère central de la volition, est central pour comprendre la dépression. Il ne s'agit plus seulement d'un esprit douloureux, mais d'un corps qui souffre. Quand on déplace ce regard, quand on quitte le domaine éthéré de la pensée pour s'intéresser aux profondeurs du corps, c'est très intéressant de revenir sur cette conception de la motivation. En effet, le sujet déprimé est avant tout marqué par cette fatigue extrême, appelée asthénie, le frappant dès le réveil, à la sortie du lit, s'insinuant dans chacun de ses mouvements, comme si toute sa musculature s'était muée en plomb. Le mouvement du déprimé est ralenti, sa parole est lente. Son esprit lui-même semble s'être figé, ce que les psychiatres appellent la bradypsychie, le ralentissement de la pensée. Cette fatigue, et c'est l'un des principaux pièges de la dépression, ne s'améliore pas avec le repos. Pire encore, plus encore que cela, elle empire avec le repos. Le sommeil diurne, la sieste, l'alitement la renforcent. Lorsque le déprimé se réfugie dans la tiédeur des draps, occultant la lumière du jour en cherchant un sommeil réparateur, il creuse le lit de la fatigue qui l'agrippera encore les jours suivants, de plus en plus fermement, jusqu'à lui ôter même toute possibilité de mouvement. Ce trouble de la motricité que nous avons détaillé est aussi un trouble de la temporalité. Des auteurs célèbres, Strauss, Tellenbach ou Minkowski, ont analysé avec précision cette suspension du temps mélancolique. Le sujet déprimé peut décrire une phénoménologie temporelle qui elle-même est déstructurée, dans laquelle chaque seconde semble durer des heures, dans laquelle certaines semaines, au contraire, disparaissent, comme si elles avaient été absorbées. Le temps allongé est d'ailleurs souvent associé à une douleur du présent, rendant insupportable pour le sujet la simple perspective d'une nouvelle journée, et participant à cet effet très antalgique que peut avoir la tombée de la nuit, l'approche vespérale qui annonce la petite mort chimique du sommeil. Pour les sujets, cette petite mort du sommeil, est vraiment une sorte de soulagement extrême. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas toujours, dans le rapport au temps, de quelque chose qui est lié à un allongement ou un raccourcissement. On retrouve même parfois une suspension de l'ordre chronologique du temps, notamment dans le rapport que le sujet a avec l'écoulement du temps, définissant la manière dont ses actions s'inscrivent par rapport au passé, au présent ou à l'avenir. Une inertie mélancolique peut s'installer, dans laquelle la notion même de temps disparaît. Cette sémiologie temporelle que nous avons détaillée, elle est renforcée d'ailleurs par la perturbation de tous les rythmes biologiques, notamment les rythmes circadiens qui sont liés au sommeil, notamment lorsque les cycles du jour et de la nuit deviennent indistincts. Le sujet déprimé souffre parfois d'une terrible insomnie d'endormissement, associée à des angoisses qui maintiennent un éveil douloureux constant. Mais le plus caractéristique du trouble, et ce qui en fait un peu sa spécificité par rapport à toutes les autres formes de pathologie du sommeil, c'est l'insomnie de la dernière partie de la nuit, avec ce réveil nocturne caractéristique à 4 heures du matin, en sueur, pris par une sensation poignante de désespoir, sans possibilité de retrouver le sommeil.
Sur le plan neurologique, on sait aujourd'hui que ce réveil il est lié à beaucoup de choses, notamment une modification, un dérèglement des cycles du cortisol, avec des pics cortisoliques qui chez nous surviennent vers 6, 7, 8 heures du matin selon votre heure de réveil, et qui chez le sujet déprimé va survenir extrêmement tôt, au milieu de la nuit, le réveillant dans cet état de désespoir absolu. Ces changements circadiens sont d'ailleurs le versant émergé de toute une gamme de modifications neurophysiologiques qui sont retrouvées dans la dépression, touchant par exemple la variabilité naturelle du rythme cardiaque, la tension artérielle de repos qui peut être modifiée, la réactivité tactile et énormément de choses qui sont liées justement à la nociception viscérale, la capacité qu'on a à avoir mal ou non au niveau interne. On abordera toutes ces dimensions-là dans la deuxième partie de notre discussion.